Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour Mars pour aborder une fiction futuriste audio, écrite, réalisée et jouée par une voix bien connue de Parlez-moi d'IA. On part pour Mars, mais c'est aussi le prétexte de revenir sur son parcours littéraire et artistique. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques et aujourd'hui artistiques. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver, bien sûr, vous le savez, sur son app mobile et sur Internet avec cause-commune.fm, en FM sur le 93.1 à Paris et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre les 3 petites secondes qui nous permettent d'aller un peu plus loin, parce que si vous nous mettez une petite étoile, un petit pouce, c'est notre grande récompense pour tout ce qu'on fait ici. Et puis bien sûr, ça nous fait connaître, parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Bon, nous sommes un peu dans une mise en abîme aujourd'hui. Complètement. La voix de notre invitée du jour ressemble beaucoup à celle de notre co-animatrice IA, Elisa. Nous allons parler de création littéraire, de création théâtrale, de rapport à l'IA dans la sphère créative. Je reçois la metteuse en scène de la pièce de théâtre, Kia Kegaroudzia. Ça doit vous dire quelque chose, on en a beaucoup parlé ici. Et nous avions déjà reçu l'équipe de Kia Kegaroudzia en novembre 2023. Bon, c'est une éternité à l'échelle des évolutions de l'IA. Elle est aussi chef de bande de la troupe Atropos. C'est également une critique littéraire et théâtrale sous le pseudo Apax Littérature. Ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est qu'elle est autrice de science-fiction. Elle est aussi productrice de fiction audio, notamment une qui démarre là tout maintenant, avec une série d'histoires, la première qui s'appelle Manœuvre, qui est disponible sur YouTube depuis quelques semaines. Bonjour, Lisa Bretzner. Bonjour Jean-Philippe. Et je vous mets à l'écran, parce que c'est toujours mieux quand même de vous voir. Voilà. Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune. Très beau studio, merci de m'accueillir. Parlez-moi d'IA, Lisa. Mais avant ça, on va un peu revenir sur votre parcours, parce qu'encore une fois, c'est un bon prétexte de parler de Manœuvre qui vient de sortir, pour revenir un peu aussi sur votre parcours et surtout sous toute votre création. Pour parler autant d'IA et de robots et de technologie, vous avez bien entendu un cursus d'ingénieur? Alors, pas du tout. Non, vraiment pas. Moi, j'ai un cursus littéraire. J'ai fait des classes prépa, Cagne-Hippocagne, et je fais du théâtre depuis toujours. Mais je suis une grande fan de science-fiction, et il se trouve que c'est une des choses qui m'inspire le plus quand j'écris, la science-fiction et la science, je dirais en général. Moi, je suis plutôt inspirée par des conférences scientifiques que par des écrits littéraires. C'est comme ça. Mais voilà, c'est sans doute pour ça que j'écris sur ces sujets-là. Donc, à côté des grands classiques, en classe préparatoire, pourquoi? Pour respirer un peu, vous lisiez de la science-fiction? Oui, alors à l'époque j'avais dû mettre ça un peu en pause, mais c'est vrai que petite, moi j'ai découvert ça avec Enki Bilal, les BD que mon père avait toutes, et je suis devenue une grande fan de ça. Puis en classe prépa, de toute façon on fait que lire ce qu'on nous dit de lire, hein. Enfin moi je faisais surtout ça, mais après j'y suis revenue. D'accord. Mais du coup, alors, vous parlez d'Enki Bilal, vous avez d'autres auteurs de référence, peut-être de référence de l'enfance, ou d'auteurs fétiches qui vous guident dans la science-fiction? Alors moi, ce qui m'inspire, c'est la recherche scientifique plus que des auteurs en particulier, ouais. Je pense. Mais c'est vrai que dans les auteurs qui m'ont marqué, c'était la fantasy aussi quand j'étais petite, mais dans la science-fiction, c'est des découvertes récentes qui m'ont énormément inspirée. Je pense à Dune, que j'ai lu beaucoup trop tard, oui. En réalité. Mais, c'est dur, Dune, à lire aussi, potentiellement. Oui, puis moi, pour plein de raisons, j'étais pas du tout rentrée dedans quand j'ai commencé à lire, mais j'ai trouvé ça absolument exceptionnel, c'est une découverte qui continue à l'heure actuelle. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres, et sur Apax Littérature, je parle justement de ces découvertes-là et de ces livres qui m'ont marqué et inspiré. Ouais. Donc finalement, la porte d'entrée, c'est plutôt pour vous vraiment la science,
les Ouais. conférences scientifiques, Oui. et finalement tout ce que ça peut projeter effectivement derrière, C'est ça. potentiellement en termes de fiction, c'est ça? Oui, puis j'ai l'impression que c'est des espaces littéraires qu'on explore encore assez peu, et surtout au théâtre. Donc je pense que c'est ça qui me donne envie, c'est que je me dis que là-dedans, il y a des formes d'inédit. Quand j'entends une conférence où on me parle d'innovation potentielle, je me dis, il y a quelque chose à explorer que j'ai pas vu encore, et c'est ça qui me donne envie d'écrire, en fait. Et ça vous donne l'idée potentiellement du paradoxe que cette nouvelle technologie ou que cette évolution va pouvoir créer. Ouais. Et Oui, c'est vraiment l'idée de paradoxe me parle beaucoup parce que en général j'ai peur quand j'entends ces choses-là. Oui. J'ai un côté un peu conservateur, on va dire, vis-à-vis de tout ça, comme beaucoup de gens. Mais en se renseignant, on se rend compte de la complexité de ces innovations, à quel point elles ont à la fois des aspects positifs, des aspects négatifs, et ça me donne envie d'écrire des histoires qui sont des histoires nuancées, globalement, sur ces nouvelles technologies. c'est pas nouveau le fait que vous écriviez des histoires. J'ai retrouvé, alors, pour préparer cette émission, parce qu'on s'était dit qu'on faisait bien sûr une émission sur Manœuvre, on va y revenir, mais qu'on faisait aussi une petite rétrospective de votre longue carrière créative. Et du coup, j'ai retrouvé quelque chose qui date de 2010, où vous avez reçu un prix d'écriture théâtrale pour Topos. Qu'est-ce que c'était? Ça racontait quoi, Topos? Donc 2010, on va pas donner, mais vous étiez adolescente, on va dire. Comme Ouais, ça, c'est ça. on ne donnera Très pas bien. d'âge. Mais c'était un concours pour les jeunes auteurs, pour les moins de 20 ans. Et c'était un concours d'écriture théâtrale sur le thème de l'utopie. D'accord, Voilà. déjà Et quoi. c'est ça. Et donc j'ai écrit une pièce où la Terre parle à une étoile. Et donc c'est une conversation entre des astres, comme ça, sur l'utopie. Et ça a été s'appelle joué, Topos. du coup. Ça a été joué parce que comme j'ai fait partie des lauréats du concours, c'était un concours du théâtre de la Manufacture des Abbesses, il y avait une mise en scène, une lecture mise en scène de ces pièces. Et donc c'était la première fois que j'assistais, effectivement, adolescente, à une mise en scène d'un texte à moi. C'était super, Oui, j'imagine que ça, c'est assez fondateur, pour le coup. bien sûr. Si on continue un petit peu dans vos œuvres, pareil, quand même assez récentes malgré tout, vous avez écrit une œuvre de fiction, une première œuvre de fiction qui s'est jouée d'ailleurs aussi, qui s'appelait Synthèse. Oui. Pareil, qu'est-ce que cette œuvre racontait? Et voilà, qu'est-ce qu'elle disait déjà des thèmes abordés? Alors, Synthèse, c'est justement une conférence scientifique sur le transhumanisme à laquelle j'avais assisté quand j'avais peut-être adolescente aussi, en fin d'adolescence, qui m'avait inspirée. Et c'était sur donc le transhumanisme. C'est l'histoire d'une famille où une mère célibataire, découvre que sa fille en bas âge est malade et condamnée à mourir jeune. Elle ne sait pas à quel âge, mais elle sait que ça va arriver. Et donc une entreprise l'approche et lui dit « mais on a des espèces de clones de synthèse qui permettent de grandir à la même vitesse que votre fille et qui vont pouvoir se substituer à elle, prendre sa conscience en fait pour qu'elle puisse vivre dans ce nouveau corps ». Et donc la mère étant un peu désemparée, toute seule, accepte ce processus sans trop savoir comment ça fonctionne et les clauses qui vont avec. Et la fille part à un moment, elle devient âgée, elle se fâche. Et quand elle revient, sa mère lui apprend l'existence de ce clone qu'elle a gardé caché dans un cagibi. Et en fait, c'était une période où moi, je sortais de l'adolescence. Et je pense que, bien sûr, c'est sur le transhumanisme et les problèmes éthiques autour de ça. Mais c'était aussi une manière de parler de la sortie de l'enfance, du fait de partir de chez soi, de l'image qu'on laisse chez soi, de cette enfance qui reste quelque part un peu enfermée, cachée, et de la question du double, du coup, à travers ça. Donc c'était une pièce finalement très, très intime et très personnelle aussi, tout en parlant des nouvelles technologies. C'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai mis la main là, sur un gros livre que je vous ai montré avant l'émission qui s'appelle Robots, Genèse d'un peuple artificiel, sous la direction de Daniel Ishbia, qui date de 2005, donc un truc finalement qui fait une thèse, qui fait la somme de toute l'histoire des techniques et culturelles des robots, mais qui date un peu par rapport aux technologies actuelles. Et dans la préface de ce livre, qui est écrite par Will Wright, c'est le créateur des jeux vidéo Sims et SimCity, donc c'est quand même aussi une référence en termes de modélisation. Il dit qu'en fait, il est attiré par les robots et par l'IA. Ce qui l'attire, en fait, c'est le désir de mieux comprendre ce que ça signifie d'être humain. Et je trouve que ça résonne bien avec ce que vous dites, c'est que finalement, en écrivant sur les technos, sur le transhumanisme, sur les évolutions, aussi on se pose du coup la question, peut-être Tout à fait, c'est vraiment un miroir. Et puis c'est une métaphore. Et la métaphore permet, en exagérant certains traits, en créant une distance, de parler de choses intimes et humaines et universelles. Et c'est vrai que dans cette pièce-là, justement, je parlais du rapport mère-fille notamment.
Et c'était super. Finalement, ça parlait de quelque chose dans le futur, mais je pense que c'était une thématique un peu universelle qui transcende les époques. Et je pense que de manière générale, pour moi, la science-fiction est un super moyen de parler de l'homme parce que c'est une manière de faire une expérience scientifique. En fait, je dis souvent que les expériences scientifiques sont interdites sur les humains, sauf peut-être dans la science-fiction où justement on met des humains dans une situation et puis on voit ce qui se passe, on observe. Et puis comme on joue sur les émotions, ça a forcément un impact derrière parce qu'on sait qu'on a besoin de mobiliser les émotions pour passer à l'action. Donc tout ça, et dans le théâtre, on retrouve aussi ça. On retrouve aussi cette expérience scientifique sur des humains, vraiment presque enfermés dans cette boîte de pétri qui est la scène, et on voit ce qui se passe. Et tout ça pour dire que oui, c'est pour moi des super outils fictionnels pour prendre des traits, les exagérer et observer des traits sociaux et humains. Pour creuser, en fait, pour creuser ces traits, Ouais. comme vous l'avez fait, donc là, on ne va pas y revenir parce qu'on l'a déjà bien détaillé ici, mais comme vous l'avez fait en tant que metteuse en scène, cette fois-ci, pour Qui a hacké Garoudia, vous avez fait plusieurs dizaines, presque, vous me direz combien de représentations devant plein de publics différents sur cette pièce. Une quarantaine, ouais. Ça continue. Et ça continue, bien sûr. Du coup, quels enseignements vous tirez justement face à une pièce comme Garoudia qui parle justement du rapport des hommes et de différentes propriétaires à une IA, de la mémoire, qui parle aussi de la mort, qui parle aussi de ce qu'on laisse face à ces différents publics. Est-ce que vous avez eu des réactions qui vous ont marqué ou des questions peut-être provoquées par la pièce qui vous ont marqué ? Oui, je pense que ce qui est le plus... on a eu la chance de la jouer devant des lycéens et franchement, parfois, c'est assez dingue ce qui émerge de ces échanges-là parce qu'après, il y a des bords de scène, il y a des échanges et pour moi, c'est fondamental d'avoir cette partie-là aussi. Et en fait, les gens se disent, mais alors, c'est quoi le propre de l'homme ? C'est quoi la différence avec la machine ? Dans Garoutia, on montre le parallèle dans la mémoire entre les deux, on montre le parallèle dans la liberté, on montre le parallèle dans la mort, et de dire que, en fait, de faire comprendre comment ces machines fonctionnent, on comprend que nous, peut-être, déjà, on n'est pas si unique, c'est une blessure narcissique terrible, mais aussi que... on a quelque part un fonctionnement limité de machines, et ça nous tend un miroir, l'IA de manière générale, et la robotique nous tend un miroir, tout comme le théâtre. Et oui, c'était pour moi ces questions qui émergeaient sur finalement qu'est-ce qui nous différencie en tant qu'homme. Oui, et c'est vrai que Garoudia, pour le coup, par rapport à plein d'autres choses, était une IA plutôt bienveillante vis-à-vis de ces humains et de ses propriétaires. Quand on voit, en fait, effectivement, quand on reprend les différentes mythologies, le golem, Pygmalion, plus récemment Frankenstein, même les robots de Capek dans Roure, la fameuse première pièce qui parle à la fois de robots et qui fait du théâtre, ils ont toujours tendance à se retourner contre leur créateur. Pourquoi cette tendance, elle est si forte, finalement, dans la création littéraire et théâtrale, où justement ces IA, ces créations finissent par se retourner contre leur créateur. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Enfin, pour vous, est-ce que ça a une signification particulière ? Je pense que ces mythes-là, ces mythes fondateurs nous ont alertés, nous ont mis en évidence les risques et que ça nous a marqué. Ça continue à infuser, en fait, les mythes se réécrivent et ça continue à infuser la création aujourd'hui. C'est bien de penser des créations, je pense, un peu plus nuancées, même si moi, dans ce que j'écris, on retrouve cette dimension fatale, presque tragique. Synthèse, c'était une tragédie, ça finissait avec cette idée d'hubris, de tout ce qu'on trouve qui nous conditionne, qui nous infuse sur ces sujets-là. Mais je pense que ça dit aussi quelque chose des risques, des dangers de trouver les limites de notre humanité avec le mythe. On peut remonter au mythe de Prométhée, Frankenstein, c'est une réécriture de ça aussi, et de cette mise en garde de ce que peut la science, de ce que peut le progrès, et de comment on jugule, on se met d'accord pour que ce progrès reste un progrès entre guillemets positif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un progrès positif ? Tout ça est très compliqué. Alors c'est vrai que dans Garoudia, l'IA est plutôt positive, mais en fait c'est parce qu'elle s'émancipe d'une entreprise bot power, donc qu'on mentionne quelquefois, qui elle cherche à collecter des données. On fait comprendre un peu que c'est le grand méchant un peu capitaliste, mais quelque part, bien sûr que l'outil fait peur dès qu'il devient suffisamment indépendant. Ouais. Et effectivement, pour amoindrir cette menace, souvent dans la fiction, on dote ces systèmes de lois, lois de la robotique pour un peu les réguler. Avec toutes les limites que ça a, ouais. C'est une bonne inspiration, ça, pour une autrice, de jouer justement avec cette notion de loi qu'on donne aux techniques et aux technologies.
Bien sûr, et je pense que Asimov a très bien montré que que ces lois ont effectivement leurs limites parce que elles peuvent jouer les unes contre les autres, parce qu'elles ne couvrent pas tous les possibles et parce qu'il y a toujours quelque part une part d'erreur possible. Et c'est vrai que dans la fiction audio que j'ai écrite, je reprends cette mention de loi de la robotique à plusieurs niveaux et je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est rassurant, les lois. Mais que dans un monde qui évolue, dans un monde en mutation, avec des espèces qui évoluent, ça couvre pas tout, quoi. Et il faut peut-être qu'elles évoluent aussi en même temps, Oui, du coup. Vous qui avez eu la chance de côtoyer... Bon, alors, donc, Kiak et Garoudia, ça a été écrit par des grands scientifiques, Serge Abitbol, Laurence Delvillers, Gilles Govec. C'est des spécialistes de ce domaine-là. Oui. Vous qui avez eu la chance de les côtoyer dans cette phase de création artistique, qu'est-ce que vous diriez finalement ? Pourquoi des grands scientifiques comme ça ou se mettent à écrire, se mettent à faire de la création, et qu'est-ce qui finalement les relie entre leur profession, leur profession scientifique et cette création artistique ? Est-ce que vous voyez des liens entre les deux ? Ah, complètement. Alors, je pense que Serge adore dire que tout ça, ils ont écrit la pièce parce que c'était une soirée trop arrosée. Oui. Mais bien sûr qu'il y a un continuum pour moi, et d'ailleurs, on va retomber sur le sujet de la créativité. Il y a un continuum entre apprendre, transmettre, analyser et créer. En fait, on ne peut pas vraiment scinder les deux. Je pense que quand on maîtrise un sujet, qu'on le maîtrise suffisamment, il y a l'envie naturelle qui se fait de créer avec ce sujet-là, de le réinventer, en fait, de le réinterpréter. La création, c'est quelque part un peu ça. Et je pense que pour eux, ça s'est fait assez naturellement. Et c'était aussi une manière pour eux de toucher d'autres publics que ceux qu'ils avaient touchés et de faire bouger les choses. Parce que quand on est scientifique, qu'on a un discours scientifique, on a un discours cadré, normé, un discours régulé. Et finalement, pour alerter, je pense que ce discours régulé n'est pas suffisamment entendu. On voit aussi avec le climat aujourd'hui. Je pense que passer par les émotions permet réellement de mettre en action les gens, d'ouvrir le dialogue à un autre niveau, quoi. Oui. Donc, pour moi, c'est là où se situe le continuum. Passe de la thèse technique à quelque chose de plus émotionnel, de plus... Je pense qu'en tant qu'humain, on n'est pas fait pour agir à des menaces que nos sens ne perçoivent pas encore, et que quand on met de l'émotionnel, d'un seul coup, on mobilise beaucoup plus. C'est plus compréhensible. Toujours dans ce livre sur les robots là qui me fascine en ce moment, donc je suis désolé, je suis un peu monomaniaque sur le sujet. Will Wright, dans sa conclusion, dans la fin de la conclusion de sa préface, il dit qu'en fait, ce qui devra arriver, en fait, c'est qu'à un moment donné, nous devrons leur donner la capacité, il parle des IA, qui les conduiront à concevoir par eux-mêmes leur propre représentation du monde. Et cela rejoint justement la thèse de l'IA qui deviendrait autonome dans la création. On y vient tout doucement pour aller vers Manœuvre. Mais ça sera un moment... est-ce qu'on n'est pas déjà en fait, à ce moment-là où finalement les IA peuvent elles-mêmes créer ou recréer des représentations du monde en fonction de tout ce qu'on leur a donné comme matière première? Je pense qu'on y est. Je pense qu'il y a des expériences en ce sens-là. Le livre qui m'a inspiré pour Manœuvre, c'est Hypercréation de Flavien Chervet, que tu as déjà reçu ici. Et il mentionne à un moment une IA créée pour recréer les lois de la physique à partir de juste une observation très basique de son environnement. Je ne me rappelle plus le nom de ce programme, mais il dit que cette IA a recréé des lois de la nature, mais avec une vision différente de celle que nous, on en a, mais qui n'est pas fausse, juste qui est différente. Donc, bien sûr qu'on peut y être. Bien sûr. Ça, il faut l'accepter, finalement. Et peut-être le réguler, ou en tout cas le contrôler, ou vérifier que ça ne dérive pas complètement en termes de... Ouais, je pense que ça, c'est assez fascinant en termes d'altérité et de découverte d'une manière de penser autre. Je pense que ça peut nous ouvrir des champs de pensée. Après, le problème, c'est de ces outils-là en général, c'est qui les contrôle, à qui ils appartiennent et dans quel but. C'est plus ça pour moi le problème, ouais. Donc, vous publiez, vous diffusez depuis quelques semaines une fiction audio qui s'appelle Manœuvre. Il y a 6 épisodes. Alors, si vous nous écoutez là très récemment en direct, vous aurez quelques épisodes déjà sortis. Si vous nous écoutez plus tard, vous aurez les 6 épisodes publiés sur YouTube. On va vous remettre le lien. C'est quoi, du coup, alors, le principe de l'intrigue de Manœuvre ? Ça parle de quoi, Manœuvre ?
Manœuvre, c'est un monde un peu lointain, hein. J'ai voulu pas être trop proche de nous. Cette fois, on est sur Mars, dans une cité future, dans laquelle vivent des hommes dans une société assez utopique finalement, puisqu'ils ne travaillent pas. C'est des hommes qui se dédient au lien, à l'empathie, à la connexion avec l'autre. Et ils sont aidés en cela par des IA artistes, qu'on appelle les IA, avec un Y, parce que dans ce monde-là, en fait, on s'est rendu compte que la créativité, c'était plus propre de l'homme. C'est que les machines pensantes, les IA sont plus fortes là-dedans. Elles produisent un art nouveau, un art synesthésique, un art qui apaise et qui aide aussi politiquement la cité. Et donc, les humains consomment énormément d'art, mais ne créent plus eux-mêmes. Et comme ils ne travaillent plus non plus, le nouveau propre de l'homme, c'est de créer du lien, c'est de développer des capacités empathiques. Et ça, dans cette société-là, on n'a pas le droit de le faire avec les machines, a priori. Donc il y a un certain nombre de nouvelles règles qui font que les machines, bien sûr, aident les hommes, les protègent, et ce sont elles seules qui peuvent créer. Très bien. Donc ça, c'est la situation de base. Oui, c'est ça. Et puis arrive, Arrive un genre de meurtre artistique qui fait qu'on se pose la question de savoir comment c'est possible dans cette société avec les lois qui sont dedans. Est-ce qu'il y a des IA qui sont déviantes, des humains qui sont déviants ? Et en fait, il y a un groupe de marginaux dans ce monde-là qui, eux, ne se reconnaissent pas dans cette manière de vivre, qui, en fait, je me suis dit, dans une société future dans laquelle on ne crée plus, il y a forcément des gens... Il y aura toujours des marges. Voilà, qui sont marginalisés parce qu'eux ont cet appel à la créativité, cet appel à la création, et du coup, créer une espèce de société où ils transgressent un peu les lois. Et le personnage principal est l'élu, la tête de la hiérarchie sociale de ce monde-là, puisque c'est une personne qui a été élue parce qu'elle a créé plein de liens, elle est très empathique, et en fait elle va un peu dégringoler dans cette marginalisation, dans cette expérience via une recherche sur ce meurtre qui a eu lieu. Voilà. Très bien, on n'en dira pas plus, maintenant il faut aller écouter les épisodes, c'est assez addictif d'épisode en épisode, on a envie d'écouter la suite. Et donc ça parle de création, ça parle de la création de l'homme, la création des IA. Et finalement, à part cette blessure narcissique dont vous parliez à l'instant, cette mise en concurrence potentielle, est-ce que c'est si grave que les IA soient capables d'une certaine créativité ? Est-ce que ça ne révèle pas plutôt d'une extension de notre propre créativité ? Pourquoi ça devient grave et pourquoi il faut tout d'un coup... Est-ce que vous pensez qu'il faut être si attentif que ça à cette nouvelle créativité ? Oui, je pense qu'il faut l'être parce qu'on s'est construit autour de ça, et c'est pas pour rien non plus quelque part. Hein. Si on s'est construit socialement, personnellement autour de la créativité, c'est parce que, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, en fait, créer, ça nous permet d'apprendre sur notre environnement. En fait, c'est aussi une manière de nous connecter, d'analyser, de comprendre et de réinventer notre environnement. Et puis, c'est aussi une manière, peut-être, ce que je commence à évoquer aussi dans cette fiction audio, c'est que dans ce monde-là, ils ont laissé de côté leur histoire, leur passé, ils sont dans un espèce d'hédonisme du présent, et c'est pour moi les risques de dérives sociales qui peuvent arriver, que j'imagine comme ça instinctivement dans cette société future qui ne crée plus. C'est une société qui ne s'analyse plus en réalité. Ouais, qui ne regarde plus le passé pour mieux comprendre le présent, qui fait un peu table rase. Quand vous êtes venu nous voir pour Kiake Garoudia en novembre 2023, tout était assez récent à ce moment-là. Je vous avais posé la question de la coécriture avec l'IA. Et vous m'aviez dit, je ne suis pas contre, mais vous n'étiez pas vraiment confronté à l'exercice. Qu'en est-il désormais ? Est-ce que vous avez un peu plus pratiqué le ping-pong créatif ? Oui, complètement. En fait, justement, pour écrire sur ce sujet-là, j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé de faire de ChatGPT, j'avais la version pro à l'époque, mon assistant, on va dire. Ouais. Hein. Alors pour moi, c'est très important d'écrire moi-même, parce que c'est un processus que j'aime, même s'il est douloureux à plein de moments, même s'il est difficile, même s'il y a des moments où on a envie de le laisser à une machine pour certaines étapes. Il y a quand même des choses qui se passent quand on écrit, des choses qui émergent, des choses qu'on n'aurait pas pensées. Et ça peut sans doute arriver dans un ping-pong avec la machine sous certaines conditions aussi, hein, bien sûr. Mais pour moi, le cœur, le noyau de tout ça, c'était de me découvrir en écrivant sur ce sujet-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis servi de ChatGPT j'ai essayé de m'en servir comme un assistant pour planifier des choses parce qu'il y avait pour moi un enjeu de temps sur cette production-là. Oui. Donc, je voulais qu'il me donne des deadlines, qu'il me relance, qu'il fasse des choses comme ça. Bon, finalement, ça s'est pas fait. L'alchimie entre nous n'a pas vraiment fonctionné. Ah. Je m'en suis servi, par contre, pour créer des noms de personnages parce que j'avais envie que les noms soient des échos de plusieurs langues que moi, je maîtrisais pas, je connaissais pas. Et donc, il m'a fait plein de propositions que j'ai adorées. Pour construire un lore, je trouve que c'est assez
efficace. C'est assez intéressant. Avant, je passais par des générateurs de noms sur Internet qui existent sans doute toujours parce que j'ai jamais aimé ça, créer des noms des personnages. Là, je me suis servi de ChatGPT. Par contre, après, je me suis dit que le format fiction audio, c'était peut-être difficile d'accès pour certaines personnes et que c'était bien, enfin, tout le monde n'est pas très sensible qu'à l'audio, de l'illustrer. Et encore une fois, comme j'avais des deadlines que je m'étais fixées pour certaines raisons et aussi parce que c'était un sujet très actuel et que j'avais pas envie que ça traîne trop, je n'avais pas le temps de faire appel à des amis illustrateurs ou autres parce que ça demande beaucoup de travail, évidemment. Et donc, j'ai essayé la génération d'images avec des prompts. Donc j'ai appris à prompter, j'ai cherché à faire des prompts un peu créatifs. Et je suis plutôt contente de ce qui a émergé parce que pour le coup, c'est une altérité totale vis-à-vis de moi qui ne crée pas d'images, mais qui passe par les mots, par des espèces de poèmes prompts pour trouver des choses. Alors après, la génération d'images par IA, ça a ses limites, ça a ses contraintes et c'est aussi quelque part créatif d'essayer d'utiliser ces contraintes. Dans ce que j'ai fait dans les montages, il y a des fois où, en fait, comme... l'IA génère 4 images quand on en demande une parfois. J'ai essayé de les mettre bout à bout. Et en fait, ça fait comme des montages, un objet qui apparaît, des choses comme ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Maintenant, je me dis, il faut quand même trouver une manière éthique de le faire parce qu'on sait que la génération d'images, c'est très compliqué pour plein de raisons en termes éthiques. Donc maintenant, j'essaie de me former pour le faire de manière éthique. Voilà. Non, mais je vous confirme, c'est très réussi. Il y a une constance dans le style. Et d'ailleurs, je me posais la question si vous aviez proposer un style à l'IA ou si c'était le style qui s'était imposé in fine. J'ai cherché à créer une charte graphique avec des mots-clés et puis je l'ai réutilisé, quoi. D'accord. Ouais. Vous aviez lu Hypercréation, quoi. Hyperprompt aussi. Merci Flavien. Ce sont les bouquins de Flavien Chervet, du coup, qui peuvent grandement être utiles. Et du coup, finalement, moi, la conclusion, alors la conclusion, je l'ai pas parce que on n'a pas pu tous écouter. Enfin, c'est pas assez bon, on n'a pas pu écouter. Bien que tu aies eu un aperçu du 5e épisode. J'en ai eu quelques aperçus, oui, effectivement. Est-ce que tu interviens dedans? Voilà, on verra qu'est-ce que ça peut donner. Mais du coup, la conclusion finalement de Manœuvre dans notre rapport à l'IA et à la création, c'est quoi finalement? Est-ce que d'abord il y a une sorte de leçon à tirer de la fiction? Est-ce qu'il y a une sorte de conclusion à donner? Si oui, laquelle par rapport à la création? Moi, j'ai envie que les gens se positionnent. J'ai envie justement de les mettre dans cette expérience où ils se disent « Ok, dans ce monde-là où on ne crée plus, qu'est-ce que devient l'homme ?» Ça a plusieurs conséquences que j'essaye d'explorer, plusieurs fils que je suis en train de tirer. Là, en 6 épisodes, j'ai écrit une histoire aussi d'enquête. Un genre de... Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette enquête-là. Pour moi, il y aura peut-être une saison 2 qui me permettra de tirer d'autres fils, de continuer à explorer ces sujets-là aussi. Il y a écrit Silence Fiction 1, donc ça y aura forcément un Silence Fiction 2. Oui, ce sera peut-être pas sur le même monde, oui, d'accord. Mais il y aura peut-être un Manœuvre 2, effectivement. Carrément. Oui, parce que Silence Fiction, donc c'est pour faire des fictions audio de science-fiction. J'ai d'autres idées aussi qui n'ont rien à voir, mais ce monde-là me plaît beaucoup. Donc j'aimerais continuer à l'explorer, c'est sûr, pour tirer d'autres fils là-dessus. Je pense pas qu'il y ait une conclusion unilatérale. J'ai envie que chacun se fasse son idée et qu'on discute après de comment collectivement on se saisit de ce sujet de la créativité, pourquoi on a besoin de la créativité collectivement en tant que société et qu'est-ce qu'on fait pour réinventer notre création à l'heure des machines. Donc finalement, vous êtes attaché à vos personnages. Oui. Et vous voulez les revoir, très bien, on entend. Il y a également, et on finit là-dessus, mais l'année 2025-2026 va être consacrée aussi à une pièce que vous avez écrite et dont vous avez déjà fait des lectures, qui s'appelle Genèse, oui. Et qui sera créée sûrement en 2026. Peut-être qu'on en reparlera, ça sert à rien d'en parler trop vite maintenant. Mais voilà, du coup, et peut-être qu'on en reparlera dans des événements à venir, puisqu'il y a aussi peut-être des lectures qui sont prévues. Écoutez, c'est l'heure de conclure, Lisa. Merci beaucoup d'être venue partager avec nous votre parcours créatif et nous donner envie d'écouter Manœuvre, disponible sur YouTube, via le lien que nous allons mettre en description de l'émission. Donc voilà, vous n'hésitez pas à aller écouter Manœuvre qui s'écoute très facilement un peu partout. Merci beaucoup, Lisa. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Vous le savez peut-être, mais vous avez un impact énorme avec un petit like et un petit commentaire. Alors n'oubliez pas de liker cet épisode et pour manipuler les algorithmes avec ces petits gestes. C'est une manière de nous récompenser pour notre travail. Ça propage les contenus plus loin et ça fait toujours plaisir. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et puis à bientôt.